1977, sur l'une des plages de Rio de Janeiro se trouve Ronnie Bix. Il a environ 50 ans. À ses côtés, une blonde qui a 2 fois moins d'âge. De l'extérieur, Ronnie pourrait passer pour un touriste britannique typique en pleine crise de la cinquantaine. Cependant, les plages ensoleillées de Rio ont attiré cet homme non seulement pour leurs vues océaniques et les jeunes brésiliennes en bikini. Dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, la police le recherche activement depuis plus de 10 ans pour ce qu'il a commis, sans doute le plus grand vol du XXe siècle. Dans la nuit d'août 1963, un train de la couronne voyage du nord du pays vers Londres. Dans les wagons, plusieurs dizaines d'employés tritent des lettres, un trajet standard pour le service postal. Cependant, à cette heure de la nuit, l'un des wagons transporte quelque chose de bien plus précieux que des feuilles de papier dans des enveloppes. À 50 km de sa destination, le conducteur arrête le train en apercevant un feu rouge devant lui. Son assistant descend pour vérifier ce qui se passe. En voyant les silhouettes de plusieurs hommes près du wagon, il les prend pour des ouvriers ferroviaires. Les inconnus s'approchent, vêtus d'uniformes militaires et de cagoules. C'est ainsi que commence, si ce n'est le plus grand, du moins l'un des plus grands vols de l'histoire du XXe siècle. Les criminels n'auront besoin que de 30 minutes pour détacher plusieurs wagons, les déplacer d'un endroit à un autre, faire face à la résistance des gardiens et s'emparer de plus de 50 millions de livres en équivalent moderne. Uniformes militaires et cagoules. Cependant, le plus intéressant dans cette histoire, c'est que le vol lui-même n'est que le début. S'ensuivent des années et des décennies de recherche des criminels, d'évasion de prison, de changement d'identité, d'opérations de chirurgie esthétique et de tentatives réussies pour se cacher sur d'autres continents. Tout cela constitue l'histoire du grand vol de train. D'accord, il convient de commencer le récit par cet homme. Il a également volé un train, mais 60 ans avant les événements qui nous intéressent, et il ne le faisait pas pour de vrai. Je parle du film « Le grand vol de train » de 1900, un court-métrage de 12 minutes qui a changé l'histoire du cinéma. Dans ce cas, il ne nous intéresse pas en raison de son intrigue ou de ses qualités artistiques. Le fait est que l'expression « le grand vol de train » était, au cours de la première moitié du XXe siècle, exclusivement associée au cinéma. La situation a changé le 8 août 1963. Dans la nuit, un train du service postal royal suit son itinéraire habituel de Glasgow, au nord du pays, vers Londres. La locomotive tire 12 wagons, à l'intérieur desquels 70 employés des postes triant leurs lettres, une exception. L'exception est le wagon numéro 2. C'est dans celui-ci que l'on transporte des sacs d'argent liquide lors des trajets nocturnes des trains postaux. Un tel train circule entre Glasgow et Londres depuis plus d'un siècle, et pendant tout ce temps, tout a été calme. En cours de route, le train fait plusieurs arrêts, prend des lettres et charge des sacs d'argent liquide provenant de petites agences bancaires du pays pour les transporter vers les sièges sociaux à Londres. Ce soir-là, le 8 août, le train avait déjà parcouru la majeure partie de son itinéraire, avec encore quelques arrêts avant d'atteindre la capitale britannique. À ce moment-là, non loin de là, dans une ferme au cœur de la campagne anglaise, 16 personnes revêtent des uniformes militaires et préparent l'équipement pour le vol à venir. Un vol qui doit changer leur vie à jamais. L'un des participants, Bruce Reynolds, a 31 ans. Il aime les belles voitures, les costumes de qualité, la belle vie
et ressemble davantage à un acteur préféré de Christopher Nolan dans sa jeunesse qu'à un homme ayant une riche expérience criminelle. Bruce Reynolds est considéré comme l'un des principaux organisateurs du grand vol de train. Un autre initiateur et cerveau de l'opération, Gordon Goody, est un homme ouvert et sociable qui peut en même temps se montrer assez cruel. À son actif, il a déjà presque une dizaine de condamnations, y compris pour vol avec violence et possession illégale d'armes. La plupart des autres membres de la bande sont également dans la trentaine, et presque tous ont, d'une manière ou d'une autre, été impliqués dans des affaires illégales, bien que pas très graves, à Londres. Toute la préparation et les rassemblements des voleurs se sont déroulés dans une ferme dans la région anglaise du Buckinghamshire. La propriété avait été acquise quelques mois avant l'opération. L'emplacement n'a pas été choisi par hasard. Tout d'abord, le site se trouve dans un endroit isolé, c'est une zone rurale, avec moins de personnes ou, dans ce cas, de témoins potentiels. Deuxièmement, l'endroit est relativement proche du point de vol prévu. Troisièmement, la ferme est proche, mais en même temps pas complètement collée au lieu de l'opération. Environ 20 km, afin qu'il n'y ait pas de lien évident entre ces deux emplacements pour la police par la suite. Les voleurs montent dans trois voitures, dont un camion. Les véhicules, tout comme l'uniforme des criminels, sont de couleur kaki. Ce choix n'est pas anodin. Il y a plusieurs bases militaires dans les environs, et les soldats dans des véhicules de service sont une vue familière pour les habitants. Les criminels estiment logiquement que ce camouflage militaire ne suscitera pas de soupçons. Les complices chargés prennent la route depuis leur base, en direction du train postal. Pour le conducteur principal du train, Jack Mills, et son assistant, ce service ne diffère en rien de tant d'autres. Ils n'ont absolument aucune idée que le deuxième wagon de leur train est ce qu'on appelle un wagon pour les cargaisons particulièrement précieuses. Et en ce moment, il y a une somme d'argent que le conducteur aurait à peine pu gagner, même en vivant plusieurs vies, chacune réincarnée. Il est temps de remonter l'histoire d'environ 1 an, car le grand vol de train a commencé précisément à ce moment-là. En 1962, un vol a lieu dans un aéroport londonien, ciblant la caisse des compagnies aériennes. Les voleurs s'emparent de 60 000 livres, un peu plus d'1 million en équivalent moderne. Ce n'est pas une somme énorme, surtout en tenant compte que... Cependant, dans ce cas, les noms des criminels sont intéressants. Parmi eux, nous trouvons Bruce Reynolds, Gordon Goody, ainsi que 4 autres futurs voleurs de train. Un des agents de sécurité de la caisse aérienne a identifié Goody comme l'agresseur. Pour Gordon, cela aurait pu être déjà une peine sérieuse, mais les avocats ont bien fait leur travail et ont réussi à faire tomber l'accusation. L'un des avocats avait également des contacts dans le milieu criminel. C'est lui qui a mis en relation les futurs voleurs de train, Gordon Goody et Ronald Edwards, avec un homme surnommé Osterma. C'était une étiquette sur sa veste. Le vrai nom de cet homme reste encore inconnu. Eh bien, ce fameux Osterma travaillait au service postal et savait que le train postal de Glasgow à Londres transportait périodiquement des espèces. Il savait que les espèces étaient transportées la nuit à des dates précises, que, après les soi-disant vacances bancaires d'été, il y aurait dans le wagon une somme bien plus importante que d'habitude, et que parmi les agents de sécurité dans le train, il n'y avait que quelques personnes sans armes. Moins d'1 an s'écoule. Le 8 août, vers 3 heures du matin, les complices arrivent à destination. C'est le pont ferroviaire de Braga, un endroit tranquille, situé entre 2 gares pas très fréquentées.
il sera pratique de transférer les lourds sacs d'espèces directement dans la voiture garée. Bien que, en théorie, tout semblait assez simple, l'opération nécessitait une préparation sérieuse, des décisions et une exécution précise. Chacun des 6 voleurs avait un numéro d'ordre et un plan d'action clair. Selon leurs calculs, les complices n'avaient que 30 minutes à partir du moment où ils arrêteraient le train. Pendant ce temps, les répartiteurs et la police n'auraient non pas le temps de réagir et d'arriver sur les lieux. L'une des principales difficultés dans le vol de train réside dans le fait qu'il roule et ne s'arrête que dans les gares et les terminaux où il y a beaucoup de sécurité. Autrement dit, avant de voler le convoi, il faut... Pour cela, la bande a fait appel à Roger Cordry. Il avait sa propre petite équipe de personnes qui s'étaient assez bien spécialisées dans le vol de train. Cependant, il le faisait dans une autre partie du pays et à une échelle tout à fait incomparable avec ce qui les attendait cette fois-ci. Sans le sang-froid, les voleurs prennent leur position. Un groupe se tient à droite, l'autre à gauche des voies ferrées. 2 voleurs se dirigent vers le premier signal ferroviaire. Là, ils doivent installer un feu rouge et au moment opportun, éteindre le feu vert en fonctionnement pour que le train commence à freiner. Cependant, la personne responsable de l'installation des signaux commet une grave erreur qui met en péril toute l'opération. Au lieu de simplement éteindre le feu vert, il dévisse l'ampoule. Les répartiteurs de la gare la plus proche reçoivent immédiatement une alerte et l'un d'eux part pour vérifier. Le train postal s'approche progressivement du point désigné. Le conducteur voit le feu et commence à freiner le convoi. Le simple fait qu'un signal d'arrêt soit présent à cet endroit et à ce moment est assez inhabituel. Cependant, feu vert. Il dévisse l'ampoule. Cependant, des travaux de réparation sont en cours sur ce tronçon et le conducteur suppose que cela est lié d'une manière ou d'une autre. Après l'arrêt du convoi, l'assistant saute du locomotive et court vers le téléphone le plus proche, près des voies, pour contacter les répartiteurs. Cependant, la ligne est morte. Les voleurs ont prudemment coupé les fils à l'avance. L'assistant aperçoit des silhouettes de personnes près du wagon et suppose qu'il s'agit de travailleurs. En s'approchant, il voit des cagoules sur leur visage. L'un d'eux pousse l'assistant du conducteur, qui tombe, une matraque portée à son visage. Le voleur dit qu'il le tuera s'il crie. À ce moment-là, le conducteur Mills descend de la cabine. Un homme armé d'une matraque s'approche de lui. Ignorant qu'il y a plus d'une dizaine de complices, le conducteur décide de riposter et reçoit un violent coup à la tête. Il est ensuite menotté avec l'assistant, ensanglanté, et il semble que tout soit en ordre, qu'il puisse se rendre au 2e wagon, neutraliser quelques gardes et sortir les sacs d'argent. Mais il y a un détail important, en effet. En effet, le train s'est arrêté à environ 1 kilomètre du pont. Cela était prévisible compte tenu de l'emplacement des signaux. Donc les voleurs savaient qu'ils devaient déplacer le convoi vers le pont par eux-mêmes. Cependant, pourquoi déplacer tout le convoi si l'on n'a besoin que de la locomotive et des 2 premiers wagons? En les détachant, un autre problème est également résolu. Les 70 employés de la poste, assis à l'intérieur des wagons, resteront sur place. C'est ce que font 2 membres de la bande pour déplacer le train vers le pont. Dans l'équipe des voleurs, il y a un vieux conducteur, mais à un moment donné, la locomotive ne bouge pas pour une raison quelconque. Les voleurs ne savent pas encore que les employés des chemins de fer ont déjà reçu le signal
du feu inopérant et qu'un des travailleurs est parti pour vérifier. Mais même sans cela, toute l'opération est menacée d'échec. Le train ne bouge pas et le temps passe. Près d'une dizaine de voleurs, présents dans la cabine du conducteur, montrent des signes de nervosité. La raison en est que, en détachant les 2 premiers wagons, les voleurs ont endommagé des systèmes importants reliant les wagons entre eux. Un des travailleurs est parti pour vérifier. Le conducteur, emmené par les malfaiteurs, a travaillé toute sa vie sur d'autres types de trains. Donc, en raison de son manque d'expertise, il ne comprend pas du tout quel est le problème. Les voleurs trouvent une solution peu élégante, mais efficace. Ils menacent le conducteur déjà en détresse. Mills prend alors le contrôle et conduit les wagons jusqu'au pont de Braga. Le reste n'est qu'une question de technique. Les voleurs brisent les vitres du 2e wagon et forcent les portes. À plusieurs gardes, qui n'ont pas d'armes, ils ordonnent de se coucher face contre le sol. Ensuite, ils alignent les véhicules. Au total, 120 lourds sacs contenant plus de 600 paquets de billets. Le poids total de la cargaison dépasse 2 tonnes. Bruce Reynolds, observant la scène de loin, regarde sa montre. 3h30. Les 30 minutes allouées à l'opération sont écoulées. Il est temps de plier bagages et de se rendre à la ferme. Les voleurs ordonnent au conducteur et aux gardes du train de ne pas bouger pendant une demi-heure. Ce temps devrait suffire à leurs complices pour s'échapper. Tous les membres de la bande montent dans les voitures chargées d'argent et... Tonis. La plupart d'entre eux sont dans un état d'euphorie. Ils ne connaissent pas encore le montant final du butin volé. Mais ce qu'ils savent avec certitude, c'est qu'il y a suffisamment d'argent pour que la vie de chacun se divise en avant et après. Malgré leur grande expérience dans les affaires criminelles, aucun des participants n'était un homme riche. Au contraire, les revenus sont instables et ne suffisent pas longtemps. La plupart des complices viennent de familles pauvres de l'après-guerre, et le braquage du train représente leur chance de changer leur vie pour toujours. Le grand braquage du train peut sembler parfait à première vue. Enfin, ou presque parfait. Oui, comme dans l'histoire de tout grand vol, la chance était du côté des complices. Par exemple, pendant l'opération, aucune voiture ne passait qui aurait pu remarquer l'activité et appeler la police. De plus, un employé des chemins de fer, envoyé pour vérifier un feu de signalisation défectueux, est arrivé sur les lieux seulement après que les complices soient partis. Mais dans l'ensemble, tout ce qui avait été prévu par les voleurs a été réalisé d'une manière ou d'une autre. En l'espace d'une demi-heure, ils arrivent à peu près au même moment, un employé des chemins de fer, envoyé pour vérifier le feu de signalisation, trouve une dizaine de wagons postaux sur les voies. Les 2 premiers et la locomotive se trouvent un peu plus loin. En raison des fils coupés, l'employé ne peut pas appeler le dispatcher ou la police. En fin de compte, les autorités judiciaires n'apprennent ce qui s'est passé que vers 5h du matin, lorsque les premiers policiers arrivent sur les lieux du crime. Il s'avère que 2 wagons et la locomotive ont été emportés par les employés des chemins de fer depuis le pont jusqu'à la gare la plus proche. Les voies devaient être dégagées pour permettre la circulation des trains. Il en a été de même pour le feu de signalisation utilisé par les voleurs. Au lieu de le laisser tel quel en attendant l'arrivée de la police, l'employé des chemins de fer l'a simplement réparé. D'une part, la raison des actions des employés des chemins de fer est logique. Il est nécessaire de rétablir la circulation sur les voies et d'éviter d'éventuels accidents. D'autre part, pour l'enquête, cela signifie que de nombreuses preuves potentielles sont perdues.
En fin de compte, la police ne trouvera pas grand-chose sur les lieux du crime. Des menottes utilisées par les voleurs sur le conducteur, un gant en cuir, un morceau de ferraille, des piles, un morceau de tissu blanc et quelques autres objets. Mais pour nous, cette liste n'est pas si importante. Ce qui est vraiment crucial, c'est qu'aucune preuve ou empreinte ne sera trouvée sur les lieux du crime qui puisse relier qui que ce soit des voleurs à ce qui s'est passé cette nuit-là sur les chemins de fer. De plus, les policiers ne savent même pas combien d'argent a été volé, car il appartenait à 8 banques différentes. Il faudra donc une journée entière pour le déterminer. Les voleurs en apprendront beaucoup plus tôt. Après avoir compté le contenu de 120 sacs, le montant s'élève à un peu plus de 2600 000 livres. En le convertissant en monnaie moderne, cela représente plus de 50 millions. La valeur de la livre est à peu près équivalente à celle du dollar, voire légèrement supérieure. En un mot, chacun recevra suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie, surtout s'il en dispose judicieusement. L'idée initiale des voleurs concernant les actions à entreprendre par la suite était la suivante. Les complices avaient préparé à l'avance des provisions et même des divertissements, comme le jeu Monopoly et des magazines. Et bien que les actions des voleurs semblent vraiment logiques et bien pensées, ils n'ont laissé aucune preuve sur les lieux du crime. Une ferme en milieu rural, loin des yeux des témoins et de la police, et maintenant il est possible de partir vers des îles paradisiaques et de profiter de la vie. Cependant, en réalité, les voleurs ont commis plusieurs erreurs graves, dont la plus fatale sera l'idée même de la ferme dans la campagne anglaise. À la fin de la journée du 8 août, le vol du train est la principale nouvelle du pays. On en parle à la maison pendant le déjeuner, au travail avec des collègues et avec des amis dans les pubs. L'expression « le grand vol de train » résonne dans tous les médias. Peut-être que ce sont justement les représentants des médias qui sont responsables de l'ampleur que cet événement finira par prendre. Les journalistes décrivent presque immédiatement les voleurs comme des génies criminels. Peu de gens prêtent attention aux évidents défauts du système de sécurité du train postal, à ce que... Sinon, comment ont-ils su qu'il y avait de l'argent dans le wagon? Ce ne sont pas les détails les plus intéressants pour le public. En revanche, l'image des mystérieux super-voleurs est une autre affaire. Les informations dont dispose la police sont extrêmement limitées. Les preuves sur les lieux du crime et les témoignages des témoins s'avèrent être la ressource la plus précieuse. Essayons un instant de jouer au détective. Souvenez-vous des détails du crime, plus précisément de ce que disaient les voleurs, et supposez quelle information est la plus précieuse et importante pour l'enquête. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre la vidéo sur pause. Comme vous l'avez compris, les voleurs ont peu communiqué pendant le processus. Chacun savait quoi faire, ils s'appelaient par des numéros, et leurs visages étaient cachés par des masques. Un peu de déduction, et les enquêteurs de Scotland Yard en arrivent à la conclusion. Les criminels se cachent probablement dans un endroit accessible en 30 minutes depuis le pont de Brago. De plus, l'assistant du conducteur, couché face au sol, a pu apercevoir l'un des véhicules des complices. Il s'agit d'un camion de couleur kaki. La police décide de partager ces informations avec les journalistes et annonce à la radio que les voleurs se trouvaient dans des véhicules ressemblant à des voitures militaires. À ce moment-là, la panique commence à régner à la ferme où se cachent les malfaiteurs. Il y a deux principaux problèmes. Le premier, leur base n'est pas située, bien sûr, dans le Londres animé, mais pas non plus dans une taïga déserte et isolée.
À proximité, il y a d'autres habitants de la campagne. Qui sait, quelqu'un a peut-être vu leurs véhicules avant ou après l'opération. Le deuxième problème est encore plus grave. Les voleurs devaient se disperser avec l'argent dans ces voitures. Un plan qui est maintenant clairement en train d'échouer. Repeindre les véhicules serait une solution, mais il n'y a pas assez de peinture à la ferme. Le seul moyen de transport qu'ils peuvent utiliser est un vélo, et il n'y en a qu'un pour tous. Finalement, Roger Corddry prend le vélo et se rend chez un ami pour résoudre le problème de transport. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est génial. Il est maintenant clair que repeindre les véhicules est voué à l'échec. Comme vous pouvez l'imaginer, le vol génial ne semble plus si brillant. Et quand je parlais du fait que la ferme était le plus grand échec des voleurs, c'est exactement ce que je voulais dire. L'idée même d'organiser une base dans la campagne ne pouvait venir que de personnes ayant passé toute leur vie en ville. Le village n'est pas un endroit pour les secrets. Tout le monde sait ce qui se passe chez le voisin. En raison du petit nombre d'habitants, tout le monde est en quelque sorte sous les yeux des autres. Cependant, le principal problème n'est même pas d'organiser la coopération à la ferme, mais de s'y rendre en groupe. Après cela, les complices auraient pu partir immédiatement pour Londres, y arriver en 1 heure, et ensuite personne ne les aurait retrouvés. La seule raison pour laquelle ils se sont rendus à la ferme avec l'argent est le manque de confiance. Chacun voulait s'assurer personnellement du montant volé et de recevoir sa juste part. Ce fait explique à la fois les raisons de l'échec futur et réfute en même temps le mythe répandu selon lequel le véritable maître de l'opération est le principal bénéficiaire. En écoutant les informations à la radio, la panique à la ferme augmente de plus en plus. Il devient évident que l'arrivée de la police ici n'est qu'une question de temps. Les voleurs essaient de brûler les preuves, l'équipement et le matériel utilisé. Cependant, ils réalisent rapidement que la fumée pourrait éveiller des soupçons. Les complices commencent alors à nettoyer les objets, des empreintes et d'autres traces. Il devient clair que le grand vol de train a peut-être été tel, mais seulement à moitié. Les complices n'ont absolument pas réfléchi à un plan de fuite. Pour anticiper, je dirais que seuls 2 des 6 se sont souciés de préparer quelque chose qui ressemble à un alibi au moment du vol. Beaucoup des complices semblaient me penser que tout irait bien dès qu'ils auraient l'argent en main. Pendant ce temps, la police utilise habilement les rares ressources dont elle dispose. En plus des témoignages des témoins, les informateurs deviennent une clé importante pour l'enquête. Dans les décennies d'après-guerre, la frontière entre la loi et l'illégalité en Grande-Bretagne était extrêmement floue. Les premiers se livraient souvent à des activités ou profitaient d'activités pas tout à fait légales, tandis que les seconds n'hésitaient pas à utiliser des méthodes éloignées de la pratique légale dans leur travail. Payer des informateurs dans les milieux criminels était tout à fait normal pour les policiers. Les enquêteurs de la soi-disant brigade volante, la division de Scotland Yard chargée d'enquêter sur les vols et les cambriolages, utilisent justement cette méthode. Grâce aux informations fournies par plusieurs informateurs, ils parviennent à établir une liste de suspects potentiels, et la grande majorité de cette liste finira finalement derrière les barreaux. En même temps, des voitures me ressemblant à des véhicules militaires ou repeintes en militaire sont arrêtées sur les routes. La liste des fermes et des maisons de campagne potentielles où les voleurs pourraient s'être cachés se réduit progressivement et la récompense pour des informations précieuses augmente constamment. Elle atteint progressivement 260 000 livres, une somme absolument folle pour l'époque, équivalente à environ 5 millions aujourd'hui.
Cela fournit à la police une énorme quantité d'informations de la part de citoyens concernés. 5 jours après le vol, 2 inspecteurs locaux viennent vérifier une des fermes dans la région de Buckinghamshire. Les policiers découvrent d'énormes réserves de nourriture, de vaisselle, des dizaines de rouleaux de papier toilette et d'autres signes indiquant qu'un grand nombre de personnes vivaient ici récemment. Mais les principales découvertes étaient les suivantes: des costumes de couleur kaki, des masques, des gants, ainsi qu'un grand nombre de sacs d'argent, d'emballages de billets et même 600 livres en espèces. Sherlock Holmes, pour relier cet endroit à l'un des principaux vols de l'histoire britannique, constate que l'état dans lequel les voleurs ont laissé leur ferme ne laisse place qu'à une conclusion. Ils étaient en panique. Cela seul peut expliquer un tel comportement de la part de criminels, en principe expérimentés. De nombreuses années plus tard, les participants aux événements affirmeront qu'un certain individu devait être responsable du nettoyage de la ferme des preuves et des empreintes, mais qu'il n'a pas accompli cette tâche pour une raison quelconque. Cependant, il est très probable que ce soit un mensonge complet et une partie de la mythologie du grand vol de train. Tous les voleurs ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à trouver un moyen de transport et à quitter la ferme. Il convient toutefois de noter que, par exemple, Bruce Reynolds a réussi à se procurer comme moyen d'évacuation. À l'époque, c'était une voiture de sport, coûteuse. C'est comme essayer aujourd'hui de quitter discrètement les lieux d'un incident à bord d'une Ferrari. La décision la plus raisonnable, les voleurs, sachant que la police est littéralement à leur trousse, se cachent dans les maisons et appartements d'amis du milieu criminel. Certains réfléchissent à la manière de quitter le pays. Un des indéniables avantages des complices était qu'ils ont de l'argent, ce qui résout de nombreux problèmes de la vie. Ici, il est bien sûr impossible de ne pas mentionner les billets. Les voleurs peuvent-ils réellement utiliser leur butin? En effet, comme nous le savons, les billets portent des numéros qui permettent de les tracer. Et dans ce même wagon postal se trouvaient des billets absolument différents, écossais, irlandais, de différentes années d'émission. Une partie des anciens billets était même transportée pour être détruite afin de les retirer de la circulation. Mais tout cela n'est pas si important. Ce qui est vraiment important, c'est que la plupart des billets avaient une valeur de 1,5 livre pour un montant total de plus de 2,5 millions. Or, la police ne disposait que des numéros de 1400 billets, c'est-à-dire seulement. En un mot, les voleurs peuvent utiliser leur argent sans craindre d'être attrapés. Pendant ce temps, la fenêtre d'opportunité pour les complices se ferme progressivement. La police dispose non seulement d'une liste de suspects assez précise grâce à un informateur, mais divers témoins commencent également à identifier les complices. Leurs photos sont publiées dans les journaux. Au bout d'une semaine, 2 personnes sont arrêtées alors qu'elles tentent de louer un garage. Le propriétaire les reconnaît et appelle la police. L'un des arrêtés, Roger Cordry, est celui qui est responsable de l'arrêt du train. Lors de son arrestation, il tente de cacher la clé de l'appartement où se trouvent les billets dans son rectum. La tentative échoue et la police saisit tout son argent, environ 140 000 livres. Ainsi, la part de chaque participant devient à peu près claire. Un jour supplémentaire passe et un couple trouve par hasard dans la forêt plusieurs sacs d'argent. En plus des billets, il y a à l'intérieur un chèque d'un hôtel bavarois au nom de Monsieur et Madame Field. L'avocat Brian Field était l'un de ceux qui avaient autrefois mis en relation 40 000 livres.
Ensuite, la maison de cartes du grand braquage commence à s'effondrer rapidement. Au cours de plusieurs mois, les policiers arrêtent progressivement plus d'une dizaine de participants au braquage. Seules quelques personnes restent en fuite. Chaque événement lié à l'enquête est largement couvert par la presse. Cela se transforme peu à peu en série, ou plutôt en réalité, car cela se passe réellement. Les nouvelles sont suivies non seulement par un public ébahi, mais aussi par les participants au braquage en fuite. Certains s'efforcent frénétiquement de créer de faux documents et de quitter le pays, comme le fait par exemple Bruce Reynolds. D'autres font preuve de créativité et décident de changer radicalement d'apparence. Ronald Edwards se met à un régime strict. Après une analyse minutieuse de la ferme, les experts y trouvent plusieurs centaines d'empreintes digitales, dont beaucoup correspondent à celles des arrêtés. Au début de 1964, le procès des accusés du braquage du train postal royal commence. À ce moment-là, c'est le procès le plus médiatisé de l'histoire de la Grande-Bretagne. Une énorme quantité de presse, les épouses et petites amies des accusés, et bien sûr, un public curieux. Devant les procureurs se pose la question. Le lien entre la majorité des accusés et la ferme est évident. Leurs empreintes y ont été trouvées. Cependant, comment prouver que ces mêmes personnes ont directement participé au braquage et non pas simplement qu'elles étaient restées chez elles, à la base, en tant que complices passifs? Les principaux témoins, à savoir les gardiens et les conducteurs de train, sont inutiles. Aucun d'entre eux n'a vu les visages des criminels. C'est sur cela que misent la plupart des accusés. Ils reconnaissent en effet leur culpabilité en tant que complices, mais pas en tant que participants directs. Néanmoins, les hommes sur le banc des accusés ne peuvent pas espérer des peines clémentes, et encore moins des acquittements. L'énorme attention portée à l'affaire ne joue pas en leur faveur, et les jurés, tout comme les juges, sont aussi des êtres humains. Au cours des derniers mois, la grande nouvelle du pays a été le grand braquage du train, ou plutôt l'incroyable ampleur et l'audace de ce crime. Le verdict de culpabilité des jurés n'est guère une surprise. Ce qui étonne beaucoup de monde, c'est la sévérité des peines prononcées par le juge. La plupart des accusés écopent de 20 à 30 ans de prison. En même temps, les peines moyennes pour viol et meurtre en Grande-Bretagne sont presque 2 fois moins sévères. Beaucoup de citoyens du pays comprennent que le châtiment ne correspond pas tout à fait au crime. Mais le plus important, c'est que les participants au braquage qui n'ont pas encore été arrêtés par la police en sont conscients. Malgré les arrestations et les condamnations de la plupart des complices, l'histoire du grand braquage du train est loin d'être terminée. Elle s'étendra sur 5 décennies et les rebondissements et événements les plus inattendus sont encore à venir. Beaucoup se posent sûrement la question logique. D'accord, la plupart des voleurs ont été arrêtés. Mais qu'en est-il de l'argent? La police a-t-elle réussi à le retrouver? Et c'est effectivement une question intéressante, non seulement parce que l'argent des autres trouble l'esprit de chacun, mais aussi parce que cela a un rapport direct avec le développement futur de l'histoire. Je rappelle que la somme volée s'élevait à environ 600 000. Tout ce que la police a pu trouver lors des arrestations ne représente que quelques centaines de milliers. Il n'est pas difficile de supposer que le reste est resté entre les mains des voleurs. Cela est également indirectement confirmé par le fait que tous les accusés, d'où des voleurs peu fortunés ont-ils pu obtenir une telle somme d'argent? Une question rhétorique. Cependant, les fonds s'avèrent utiles, non seulement pour ceux qui ont été arrêtés,
mais aussi pour ceux qui sont encore en liberté. L'un des deux principaux participants au braquage, Bruce Reynolds, suit bien sûr les nouvelles. Il voit que l'autre organisateur, Gordon Goody, écope d'une peine de 30 ans. Amateur de beaux costumes et de voitures, Reynolds ne souhaite pas connaître le même sort. Profitant de ses contacts dans les milieux criminels, il prend un vol privé pour Bruxelles. Là, il se crée une nouvelle identité grâce à de faux documents et, avec ceux-ci, il se rend à Mexico. Peu après, Ronald Edwards rejoint Reynolds. Il arrive également au Mexique avec de faux documents et subit même une opération chirurgicale esthétique qu'on peut considérer comme un échec sur tous les points. Tout d'abord, Edwards lutte contre une infection pendant plusieurs semaines. Et ensuite, il reste parfaitement reconnaissable. Avec les fugitives, leurs épouses et enfants s'installent sur un autre continent. Et bien que le milieu des années 60 ne soit pas une époque où les gens sont submergés par un flot constant de nouveaux contenus, 1 an après le grand braquage du train, on commence progressivement à l'oublier. Ceux qui ont été arrêtés sont déjà derrière les barreaux, tandis que ceux qui ne l'ont pas été sont introuvables. La vie continue et de nouveaux sujets d'actualité émergent. Cependant, peu après, un événement se produit qui pousse beaucoup de gens à se souvenir du plus grand braquage de l'histoire du pays. Août 1964, plusieurs personnes masquées jettent une échelle en corde par-dessus le mur d'une prison située dans le centre de la Grande-Bretagne. Ils ligotent un gardien, patrouillent et progressent lentement vers la cellule où se trouve Charlie Wilson, un participant au grand braquage du train, âgé de 30 ans. Ils lui disent de s'habiller et de les suivre. Les personnes masquées, avec Wilson, quittent le territoire de la prison de la même manière qu'elles y sont arrivées. Toute l'opération ne prend que quelques minutes, du début à la fin. Il existe 2 versions principales des événements. Les personnes masquées auraient été engagées par Wilson pour le faire sortir de prison, ou ce seraient des criminels. Jusqu'à présent, il est inconnu laquelle des versions se rapproche le plus de la vérité et où Wilson s'est caché par la suite. L'histoire de l'évasion suscite bien sûr une nouvelle vague d'intérêt pour le grand braquage du train. Pour la police, c'est un nouveau casse-tête, car à plusieurs voleurs qui n'ont pas été arrêtés s'ajoute un autre, et ce n'est même pas encore la fin. 1 an passe encore. Juillet 1965, prison de Wandsworth dans la banlieue de Londres. Vers 15 heures, un homme âgé vivant dans la maison voisine voit plusieurs personnes masquées et armées grimper sur le toit d'une voiture près du mur de la prison. Ils atteignent le sommet du mur et jettent une échelle en corde de l'autre côté. Pendant ce temps, dans la cour près du mur, des détenus font du sport. En voyant les échelles en corde, plusieurs d'entre eux courent vers le mur. Les gardiens tentent immédiatement de les rattraper, mais d'autres détenus leur barrent le chemin. Les fugitifs escaladent le mur, sautent sur le toit d'une voiture, puis courent vers plusieurs véhicules à proximité et s'en vont. Le nom de l'un des fugitifs est Ronnie Biggs. Aujourd'hui, Ronnie Biggs est considéré comme l'un des principaux protagonistes du grand braquage du train. Cependant, à l'origine, il n'était pas du tout le participant le plus en vue de l'opération. De plus, si ce n'était pour l'évasion et les événements qui ont suivi, vous auriez probablement à peine entendu son nom même dans cette vidéo. Il était un participant si ordinaire au braquage. À l'âge de 30 ans, Ronnie avait un peu plus de 30 ans. Son activité légale principale était la construction. Cependant, en plus de cela, il se livrait à de petits vols et à des escroqueries.
C'est grâce à cela qu'il a fait la connaissance de Bruce Reynolds. Ils purgèrent de courtes peines dans la même prison, alors qu'ils avaient tous les deux 20 ans. Quelques années avant le braquage, Ronnie s'est marié. Il a dit à sa femme qu'il mettrait définitivement fin à sa vie criminelle et il a honnêtement tenu pendant 3 ans. Dans son mariage, Biggs a eu un enfant, un autre était en route et il a décidé d'acheter une maison. Pour la compte, il fallait 500 livres. Ronnie voulait emprunter cet argent à son vieil ami Bruce Reynolds. Bruce a dit qu'il ne pouvait pas prêter d'argent, mais qu'il avait une meilleure proposition, participer au prochain braquage de train et gagner beaucoup plus. Et Reynolds avait raison. Son ami avait besoin de seulement 500 livres, tandis que sa part s'élevait finalement à près de 140 000 livres. Bien que Ronnie Biggs ait été un membre absolument secondaire de l'équipe, le juge lui a infligé 30 ans de prison. On ne sait pas ce qui a été la principale raison de son évasion. Peut-être un sentiment d'injustice face à la peine prononcée, ou peut-être un désir ardent de liberté. Il est probable que ce soit les deux. Pour payer tous les organisateurs et participants à l'évasion, Ronnie a dépensé un quart de sa part du braquage. Cependant, en retour, il a obtenu quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Par la suite, Ronnie Biggs se cache pendant quelques mois grâce à... Ensuite, il traverse la Manche en bateau, atteint Paris, où il commet la même erreur que son collègue Edwards. Il subit une opération plastique très douloureuse, mais presque inutile. Un journaliste qui le rencontrera 10 ans plus tard sur un autre continent notera que Biggs aura l'air pratiquement identique. Quoi qu'il en soit, en 1965, sous un autre nom, Ronnie Biggs se rend en Australie, où sa femme et ses enfants le rejoignent plus tard. Il s'installe dans une petite ville et Biggs reprend son activité légale en tant que charpentier. On ne sait pas combien de temps cette idylle familiale aurait duré si, 3 ans plus tard, Ronnie n'avait pas lu dans les journaux des nouvelles concernant ses anciens complices. En 1968, Ronald Edwards, puis Bruce Reynolds, tombent entre les mains de la police britannique. La principale raison est les difficultés de relocalisation et tous deux commencent à manquer d'argent. De plus, vivre en fuite n'est pas psychologiquement simple. Bruce Reynolds passe 5 ans au Mexique. Cependant, l'affaire ne s'est pas bien déroulée et l'argent s'est épuisé. Il a tenté de revenir discrètement en Angleterre et de trouver un emploi dans les milieux criminels, mais personne ne voulait collaborer avec lui. Reynolds était activement recherché par la police. Et pour ses collègues, pour parler en termes modernes, il était devenu toxique. Un argument supplémentaire en faveur de la décision de se rendre était que tous les participants au braquage qui avaient reçu des peines avaient finalement pu faire appel et réduire considérablement leur sentence. Dans les années 70, ils seraient tous déjà libres. Ainsi, Edwards et Reynolds comprenaient qu'il leur donnerait probablement environ 15 ans, et ils étaient prêts à accepter cela. Finalement, le premier s'est rendu, tandis que le second n'a pas eu le temps. Il a été retrouvé dans un appartement secret, et, selon les dires de Reynolds, en présence des policiers, il a ressenti un soulagement, car il était épuisé par sa vie en fuite. Pour Ronnie Biggs, le moment le plus désagréable dans les nouvelles concernant l'arrestation de ses anciens collègues était que son nom apparaissait dans la presse australienne. Acceptez cela. Le dernier argument en faveur de la décision de quitter le pays est un article affirmant qu'un ancien participant au grand braquage de train se cache sous un pseudonyme. Finalement, sa femme et ses enfants
reste, tandis que Ronnie part pour le Panama. Là-bas, il découvre un fait intéressant. Il n'y a pas d'extradition du Brésil vers le Royaume-Uni. Ainsi, Ronnie Biggs se retrouve à Rio de Janeiro, sous le soleil. Et ici, il est impossible de ne pas reconnaître l'habileté du petit criminel Biggs à s'adapter aux circonstances de la vie. Arrivé au Brésil, il apprend non seulement la langue et se fait apprécier des locaux, mais il trouve également un emploi dans le secteur de la construction, tout en étant en situation irrégulière. Pendant ce temps, Scotland Yard continue de le rechercher à travers le monde. Des articles à son sujet continuent de paraître dans la presse, mais en réalité, personne ne sait où se cache Ronnie. Et par un pur concours de circonstances, au milieu des années 70, un journaliste d'un journal britannique découvre Biggs au Brésil. Le rédacteur en chef de la publication décide d'informer sur... Cependant, les autorités brésiliennes sont mécontentes. Pourquoi des policiers britanniques agissent-ils sur leur territoire? Et en réalité, Ronnie Biggs les intéresse également. Que faisait cet homme en situation irrégulière pendant plusieurs années? Peut-être était-il impliqué dans des activités criminelles. Ronnie passe plusieurs mois en détention et il est libéré après un certain temps. Lorsque les autorités brésiliennes décident de déporter Biggs, il s'avère qu'une de ses nombreuses compagnes est enceinte. Étant donné qu'il est le père du futur citoyen brésilien, les autorités lui permettent de rester sur le territoire du pays, bien qu'il n'ait pas de droit de travail officiel. Pour Biggs, cela ne posera pas de gros problèmes. À ce moment-là, il vit déjà au Brésil sous son vrai nom et, de plus, il devient une sorte de célébrité, réussissant à gagner de l'argent grâce à son statut d'icône. En 1981, un nouvel événement survient dans cette biographie déjà riche. Un groupe de personnes l'enlève et le transporte à la Barbade, dans le but de... Un problème. Cependant, la Cour suprême de la Barbade prend le parti de Biggs et il est renvoyé au Brésil. Il est difficile de croire, mais finalement, Ronnie Biggs rentrera tout de même au pays. Cela ne se produira qu'en 2001. Des décennies auparavant, il vivait principalement grâce à son fils, membre d'un groupe pop pour enfants, et parvenait à joindre les deux bouts avec des petits boulots, comme des publicités pour des systèmes de sécurité. Après avoir subi un AVC, il décide de retourner dans son pays d'origine. Il est transporté par un avion privé appartenant au propriétaire de célèbres tabloïds britanniques et est envoyé pour purger sa peine en prison. Ronnie Biggs sera libéré anticipativement pour des raisons de santé après 28 ans. Au bout de 8 ans, il vivra encore un peu et décédera en 2013 à l'âge de... À la fin des années 70, tous les condamnés dans l'affaire du grand braquage de train ont été libérés anticipativement, même ceux qui s'étaient cachés à l'étranger pendant un certain temps. Charlie Wilson, qui avait orchestré la première évasion, est retourné à la criminalité et, 12 ans après sa libération, a été abattu par un tueur en Espagne, Buster. Buster Edwards, après sa sortie de prison, tenait modestement un kiosque à fleurs et s'est suicidé au milieu des années 90. Buzz Red a vécu une longue vie. Après sa libération, il a principalement gagné sa vie grâce à divers interviews et mémoires liés aux crimes majeurs de sa vie. Cependant, cette activité ne permettait pas à Reynolds de mener le style de vie luxueux qu'il aimait. Sans doute, le seul membre de la bande qui a su utiliser intelligemment le butin est Gordon Goody. Après sa sortie de prison, il s'est installé en Espagne, où il tenait un petit bar.
et il est décédé en 2014 à l'âge de 85 ans. D'ailleurs, peu avant sa mort, Goody a révélé l'identité de ce mystérieux Ulsterman, qui était un employé des services postaux et avait partagé des informations avec les braqueurs. Selon Goody, la véritable identité de l'Ulsterman est Patrick McKenna. L'homme travaillait effectivement à l'époque dans les services postaux. Cependant, était-il vraiment le mystérieux informateur? Nous ne le saurons probablement jamais, tout comme les noms des 3 braqueurs que la police désignait uniquement par des numéros. Ils n'ont jamais été arrêtés et leurs identités n'ont jamais été révélées. Selon les souvenirs d'un des enquêteurs de Scotland Yard, ils savaient en réalité qui étaient ces personnes, mais n'ont jamais réussi à trouver de preuves contre elles. Au cours des dernières décennies, de nombreux participants aux événements ont donné des interviews et ont même écrit de véritables autobiographies où ils proposaient souvent des versions contradictoires des faits. Mais ce qui unit de nombreux souvenirs, c'est le désir des braqueurs de se présenter sous un jour meilleur, plus intelligent et plus important. Cependant, si l'on examine l'histoire en détail, grâce aux documents, aux rapports de police et aux archives de la presse, il s'avère que le grand braquage de train n'est pas si grand que cela. L'échec final des participants est lié soit à la négligence, soit à la paresse, soit à une confiance excessive en soi, ou à un manque de capacités intellectuelles, et probablement à un peu de tout cela. La seule question est de savoir dans quelle proportion. Mais la raison pour laquelle, au cours des dernières décennies, les criminels ont tenté de maintenir le mythe du grand braquage est claire. Ce pourquoi il avait été conçu n'a pas réussi. Aucun d'entre eux, en fin de compte, n'a vraiment réussi à changer radicalement sa vie. L'un des braqueurs se souvenait plus tard que sa principale motivation à participer à l'affaire était qu'il ne voulait pas connaître le même sort que son père, qui était décédé aussi pauvre qu'il était né. Cependant, si l'on examine les biographies des participants au crime, on constate qu'il en est finalement ainsi. Tout ce qui leur reste, c'est simplement le mythe du grand braquage de train. Il semble qu'aucun texte ne m'ait été fourni pour que je puisse le formater. Veuillez fournir le bloc de texte sur lequel vous souhaitez que je travaille, et je serai heureux de vous aider.